C'est une musique de club. Bonsoir, bonsoir. C'est une réunion peu ordinaire à deux titres. Le titre inhabituel, ce sont les événements de la semaine dernière. Donc, Pauline, avec votre permission, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre invitation. Bonsoir. Ah, ça marche pas? Alors. Technicien. Sans remettre la musique. Ça marche? Oui. Bon. C'est bon, vous m'entendez? Merci de votre invitation, Jean-Louis et François. Je suis très honorée de parler devant vous ce soir. Effectivement, on sort d'une semaine assez difficile, je crois, pour tous les Français en général, pour tous les Français qui résident ici. On a assisté, je vais dire impuissant, aux événements qui se sont déroulés en France, donc mercredi, puis l'attentat à Charlie Hebdo mercredi, puis le nouvel attentat vendredi, la traque des meurtriers. J'ai un journaliste qui m'interrogeait cette semaine, un journaliste américain, qui me demandait est-ce que c'est pas trop dur dans ces circonstances d'être aussi loin de son pays? Et ce qui était une très bonne question, je crois que c'est une question qu'on peut tous se poser. C'est vrai qu'on se sent extrêmement français dans ces circonstances. Voilà, c'est notre pays qui a été attaqué. Comme l'a dit le président. C'est pas seulement des journalistes, des individus, c'est vraiment la France qui a été attaquée. Oui, on est loin de France. En même temps, on a vraiment assisté à un très bel élan de solidarité collective, aussi bien entre les Français d'ici. On l'a vu dès le mercredi sur Kearny Street devant le consulat. Plus de personnes se sont rassemblées. Pas à l'initiative du consulat, c'était une initiative tout à fait spontanée qui est montée très vite sur Facebook. Puis hier, devant la mairie de San Francisco, plus de 2000 personnes, je pense entre 2000 et 3000. Donc un très bel élan de la communauté française et énormément de messages de soutien de nos amis américains, de communautés étrangères, de communautés européennes ici, ou de toute nationalité. Donc c'est très, je trouve que c'est très réconfortant, en étant aussi loin du pays, de sentir qu'on se rassemble, que comme les Français l'ont fait sur le territoire français dimanche, avec des manifestations d'une ampleur absolument inégalée. J'ai jamais vu autant de monde dans la rue depuis qu'on compte les manifestants. Autant de monde sans doute depuis la libération de la France, qu'ici aussi il y a eu cet élan de solidarité. Donc je pense que ça aide à surmonter ce qui s'est passé. C'est bien de vivre ça aussi de manière collective. Merci Pauline. Quelques annonces avant qu'on passe à l'interview dans son format habituel, des annonces de service. D'abord, je voudrais remercier le Sofitel de nous recevoir aussi gentiment et plus gentiment qu'à l'habitude. C'est une vieille tradition, mais ça fait toujours plaisir de voir comment ils nous reçoivent aussi agréablement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le prochain DBF, c'est le 2 février, lundi 2 février, le lendemain du Super Bowl. Donc peut-être que vous aurez un peu la gueule de bois pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, venez. Nous ne connaissons pas encore l'invité. Nous avons 5 ou 6 possibilités. Donc ça sera une bonne occasion de se réunir. Maintenant, Pauline, vous allez nous raconter un peu votre vie. Parce que j'ai trouvé, nous sommes rencontrés à San Francisco avant Noël, passé 1h15 dans votre bureau, qui m'a laissé plein d'impressions. J'ai été très impressionné de
Vous êtes né où? Je suis née à Paris en 1973, j'ai 41 ans. Je suis née à Paris, mais en fait d'une famille très internationale, puisque mes deux parents sont nés en Égypte. Donc je suis la première depuis de nombreuses générations à être née en France, enfin, mes frères et sœurs et moi, parce que nous sommes 4 frères et sœurs. Donc d'une famille d'Égypte, assez disparate. La famille de mon père était une famille juive de l'Empire ottoman qui s'est retrouvée en Égypte à partir de la fin du 19e siècle, à Alexandrie puis au Caire. Ils avaient la nationalité italienne, ils n'étaient pas français. On parlait quoi chez vous? Alors chez moi on parlait français, mais dans la famille de mon père on parlait italien. On parlait essentiellement italien à la maison, on parlait français, puisqu'il y avait une forte présence d'instituteurs, de profs dans la famille. Alors prof au lycée français du Caire, mon grand-père paternel était prof au lycée français du Caire. Beaucoup avaient été instituteurs au sein de l'Alliance israélite universelle. On parlait un petit peu ladino aussi, qui était la langue des juifs séfarades, des juifs de l'Empire ottoman. Et donc, tout ce petit monde vivait en Égypte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père paternel s'est engagé dans les forces françaises libres, a participé à la libération de la France. Il a fait le débarquement en Provence. Donc pas le débarquement en Normandie, mais l'autre, celui qui a permis de prendre les Allemands en tenaille depuis la Provence. Il l'a fait en 1944 et ça a permis à la famille d'obtenir, donc à lui et à ses enfants, il avait 2 enfants à l'époque, on a eu 6 au total par la suite, d'obtenir la nationalité française. Et ils sont arrivés en France, pays qu'ils avaient visité parce qu'il y avait un peu de famille déjà qui y était, mais ils n'avaient jamais habité. Ils sont arrivés en 1948 en France, donc ils sont arrivés d'Égypte pendant l'hiver, dans un camp de réfugiés en Auvergne, en Lozère, Saint-Chély-d'Apcher. Donc à l'époque, alors ça impressionne beaucoup mon père parce qu'aujourd'hui il y a une sortie d'autoroute, l'autoroute de Giscard, qui traverse l'Auvergne à Saint-Chély-d'Apcher et à chaque fois, je voudrais que mon père me fascinait, et à chaque fois, tu te rends compte, il y a une sortie d'autoroute à Saint-Chély-d'Apcher, c'est la sortie qui permet de visiter le parc du Gévaudan, donc c'est vrai que maintenant les familles vont beaucoup. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, c'était sous la neige, c'était à l'époque d'une famille qui arrivait d'Égypte, de conditions de vie plutôt agréables, des enfants qui n'avaient jamais vu la neige, donc qui débarquaient dans des conditions un peu difficiles, et puis la France a été extrêmement accueillante pour ces réfugiés, pour toutes ces familles, et assez vite, mon grand-père a obtenu un poste d'abord à Sainte-Foy-la-Grande, puis au lycée de Bordeaux, un poste de prof d'histoire, et là, la famille s'est installée là. Mon père, après, il a faire ses études à Paris. Votre grand-père enseignait l'histoire, votre père est historien. Absolument. Historien il a écrit un livre sur Richelieu, sur Colbert, et puis sur Paris. Voilà. Je l'aime quand je suis arrivé, après vous avoir rencontré, j'ai commandé vite sur Facebook le nouveau livre de votre père sur Paris, de vitesse au Grand Paris, aux éditions La Martinière, très beau livre. Et votre papa a écrit aussi un livre, enfin entre autres, parce que j'ai vu sa bibliographie, elle est longue comme ça, a écrit un livre sur le baron Haussmann. Absolument. Voilà, il a deux spécialités, universitaire, il a enseigné à la Sorbonne, Paris 4 pendant assez longtemps, il est maintenant à la retraite, mais c'est vrai que ça fait partie des universitaires qui ne s'est pas ultra spécialisé, comme parfois certains le font, y compris, donc il a enseigné la géographie urbaine pendant très longtemps, et sur l'histoire, il s'est spécialisé sur beaucoup de périodes, d'abord sur le XVIIe siècle, Marie de Médicis, Richelieu, puis sur le 19e, et donc effectivement l'époque de Napoléon III, le baron Haussmann, le duc de Normandie, sur Eiffel. J'ai eu la chance de naître dans un milieu très intellectuel, en fait, et très érudit. Vous venez de nous dire que vous avez des frères et sœurs. Donc, vous avez 3 frères et sœurs, vous avez 4. Racontez-nous un peu. Alors, je suis la petite dernière. Donc
j'ai 2 sœurs qui sont issues d'un premier mariage de mon père, 2 demi-sœurs. L'aînée a 10 ans de plus que moi, elle habite à Paris, mes frères et sœurs habitent à Paris. Elle a été institutrice de petits enfants à l'âge de 18 ans, elle est rentrée à l'école normale, ça existait avant les IEFL, enfin un vieux système pour ceux qui ont connu. Elle est rentrée à l'école normale à 18 ans. Elle a été institutrice pendant plus de 20 ans, après elle en a eu un peu usé, elle en a eu un petit peu marre et elle s'est mise à son compte pour travailler dans la communication et la réalisation de sites internet. Ma deuxième sœur a eu un parcours qui a 8 ans de plus que moi, a eu un parcours un petit peu plus agité puisqu'à 15 ans elle est partie de la maison, elle n'a pas passé son bac, un peu plus compliqué. Elle a gagné sa vie comme mannequin, elle était très, très grande et très jolie. Sa vie comme mannequin et puis après elle a finalement vers l'âge de 25 ans elle a regretté un petit peu les études, donc elle a repassé le bac, le système qui permet de passer l'équivalent du bac en auditeur libre, enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Elle fait des études de droit et elle travaille aujourd'hui comme secrétaire générale dans une association de directeurs d'hôpitaux. Et mon frère, et voilà, mon frère a 3 ans de plus que moi et normalien, historien également, suivi les traces de son père. Il vous a rejoint là. Et on s'est retrouvés en fait, alors il a passé, après l'école normale supérieure, il a enseigné un petit peu et puis en fait assez vite il s'est rendu compte qu'il ne souhaitait pas poursuivre une carrière d'enseignant. Il a passé le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il l'a eu, il a fait à l'époque, il y avait encore le service militaire, donc tous les nouveaux fonctionnaires devaient effectuer leur service militaire, il a effectué sur un bateau comme commissaire de marine, donc il était assez verni, il a fait tout du monde sur une frégate française. Et j'ai passé le concours de l'ENA l'année d'après, et du coup on s'est retrouvés la même année, enfin les 2 mêmes années, puisque c'est une scolarité de 2 ans, à l'ENA ensemble. Ce qui était plutôt sympathique parce qu'on dit beaucoup que les gens sont odieux, que c'est des crânes d'œufs, absolument insupportables. Donc moi je me suis dit, voilà, j'aurai un copain, un allié, on est très proches, on s'entend très bien. Et je suis rentrée moi à l'ENA à 21 ans, donc c'était votre deuxième visite. Racontez-nous un peu l'histoire de votre maman avec l'ENA. Voilà, alors c'est vrai que c'est assez amusant. Ma maman nous a élevés déjà, a élevé 4 enfants, ce qui demandait pas mal de boulot. Et puis... Parce que vos parents étaient séparés. Voilà, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, donc quand maman avait 40 ans. Et du coup, elle a bien dû trouver un travail. Elle avait une formation d'interprète, anglais, français, anglais, italien. Pas trouvé de job dans ce domaine à ce moment-là. Elle a trouvé un travail à l'association des anciens élèves de l'ENA, qui était un travail pour participer, alors c'était plus particulièrement pour participer à la revue des anciens élèves de l'ENA, ENA mensuelle, une revue qui paraissait tous les mois. Et puis elle est restée, elle y a travaillé plus de 20 ans, elle a fini comme secrétaire de la rédaction. Et donc maman n'est pas du tout énarque, mais elle y travaillait, elle passait du temps. Et en fait ça a été mon premier travail quand j'avais 7-8 ans. Je venais l'aider parfois. Alors à l'époque il y avait beaucoup de mise sous pli, il n'y avait pas les mails, rien, etc. Donc il fallait faire de la mise sous pli. Donc des enveloppes, on mettait dans les enveloppes et on collait les timbres. Voilà. Il fallait lécher les timbres, etc. Et donc en fait, les premiers sous que j'ai gagnés, je devais gagner 5 francs, 10 francs, enfin, c'était absolument énorme. Et j'allais à l'ENA, qui était à l'époque de l'université, dans les locaux où Sciences Po est installé maintenant, pour ceux qui connaissent le quartier. Et j'allais aider maman, et donc mon frère aussi, de temps en temps. Et donc quand je suis rentrée à l'ENA, longtemps plus tard, alors je connaissais tout le personnel, je connaissais les huissiers, je connaissais les gardiens, je connaissais les gens qui travaillaient à la cafétéria. Et donc c'était très très sympa. Là aussi, j'arrivais un petit peu plus en territoire connu.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire l'ENA, à part le fait que votre frère... à part ça, non, ça, à la limite, c'était plus le point qui m'aurait dissuadé de faire l'ENA, parce que depuis le début, je ne voulais pas faire comme mon père, j'étais très contente que mon frère fasse des études d'histoire, je me disais, bon, je vais avoir ma voie à moi. Voilà. En fait, moi, j'avais fait, donc j'ai fait Sciences Po après le bac, donc fin des années 80. Je suis rentrée à Sciences Po, et assez vite, je me suis rendu compte, enfin, il y a des matières, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard, mais je savais quelles matières m'intéressaient, et c'était toutes les matières liées au service public. Tout ce qui était droit constitutionnel, économie, finances publiques, et puis relations internationales. J'ai une famille qui avait des racines internationales, puisque ma mère aussi était d'une famille d'Égypte, alors une famille française d'Égypte qui était arrivée vers 1860, au moment de la construction du canal de Suez, qui a dû partir en 1956, après Nasser, l'incident du canal de Suez. Mais on restait marqués quand même dans la famille par ces souvenirs de l'étranger, et puis mes parents nous avaient fait voyager assez jeunes pendant l'été. Donc j'avais depuis longtemps le souhait de travailler sur les questions internationales, de vivre à l'étranger. La scolarité à Sciences Po, voilà, par un intérêt assez naturel pour certaines matières, je me suis retrouvée tout naturellement sur la voie, donc dans la section service public. Et puis là aussi, la section service public, à la fin, tout le monde passe les concours administratifs. Donc comme les matières continuaient à m'intéresser, que ce n'était pas un calvaire de préparer ça, je me suis dit, préparons les concours administratifs. Il y a une forte tradition dans la famille paternelle d'instituteurs, et voilà, je pense à un fort sens du service public, et travailler pour l'État me motivait. Enfin, je me sentais capable de faire une carrière pour le service public. Donc ça s'est fait en fait assez naturellement. Vous n'avez pas eu besoin de trop réfléchir? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc vous avez passé 2 ans à l'ENA, et en sortant, on vous a acheté dans la nature, dans une préfecture. Alors en sortant, pendant l'ENA, il y avait 2 stages, donc à l'époque on commençait par une première année de stage, donc 6 mois en préfecture, 6 mois en ambassade. Et donc je me suis retrouvée un beau matin de janvier 1995 à Clermont-Ferrand. En Auvergne, donc mon père était content. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing qui était président du conseil régional. J'arrivais du haut de mes 21 ans, j'avais 2 tresses à l'époque. Voilà, je faisais outrage mon bébé. Voilà, j'étais pétrifiée, c'était atroce. Face à un préfet, je ne savais même pas comment il fallait l'appeler, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, monsieur, madame, j'étais complètement paniquée. J'ai eu la chance de tomber sur un préfet de région qui est décédé malheureusement depuis, qui a eu un arrêt cardiaque assez jeune, alors qu'il était encore en activité, qui s'appelait Patrice Magnier, qui était extrêmement gentil, qui avait l'habitude d'accueillir des stagiaires ENA, mais qui a été très gentil, qui m'a accueilli en me donnant confiance. Donc ça a été ma première vraie rencontre avec le secteur public, donc en préfecture, ce qui est absolument passionnant, ce qui est un job qui m'aurait plu aussi. J'ai hésité à la sortie des noms entre préfecture et Quai d'Orsay. Et puis le problème des préfectures, c'est qu'on ne peut pas travailler à l'international. Mais il y a des aspects qui ressemblent, et c'est intéressant. Et puis mon deuxième stage, alors là pour le coup ça a été à l'opposé, j'ai été très mal accueillie, c'était à l'ambassade de France à Hanoï, au Vietnam. J'avais émis le souhait, on pouvait faire des vœux dans toute administration. Et alors pourquoi Hanoï? Je souhaitais partir un peu loin. Je connaissais la Chine déjà, il n'y avait pas de stage qui était offert en Chine à l'époque, j'avais été fascinée par un voyage en Chine, l'année justement l'été, juste avant de passer Sciences Po, en 1990. J'étais allée avec ma mère et mon frère, c'était l'année d'après Tiananmen, donc un contexte vraiment passionnant, à
assez terrifiant aussi parce que la population était complètement sous pression. Les gens essayaient de voyager, on ne pouvait voyager qu'en groupe de touristes à l'époque. Les gens essayaient de nous parler, on était allé au Tibet, on avait fait un voyage absolument exceptionnel. Et il n'y avait pas de stage offert en Chine. Si, il y en avait un, mais ils avaient pris un élève qui parlait chinois. Plus utile. Et le Vietnam m'attirait aussi. Voilà, cette région me passionnait. C'était assez prémonitoire puisque j'ai passé pas mal de temps après. Voilà, et là j'ai été très mal accueillie puisque l'ambassadeur, un ambassadeur un peu lunatique qui m'a accueilli en hurlant, en me disant mais qu'est-ce que vous foutez là? J'avais dit que je voulais pas de femme, vous êtes trop jeune. Voilà, ambiance. J'avais 22 ans, j'étais un peu plus aguerrie. Et là heureusement il y avait un numéro 2 à l'ambassade, le ministre conseiller qui était quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui est décédé l'année dernière, qui s'appelait Paul-Jean Ortiz. Vous avez peut-être entendu parler, il était conseiller diplomatique du président de la République. Qui lui a rendu hommage. C'était quelqu'un qui a été remarqué notamment pendant Tiananmen, puisqu'à l'époque il était en poste à l'ambassade de France en Chine, et il avait monté un réseau d'exfiltration des opposants. Il a été un petit peu au-delà des instructions, enfin précédant un peu les instructions de Paris. C'est quelqu'un qui était très courageux et qui avait l'habitude des hurlements de son ambassadeur. Ça va se calmer, avec un zen asiatique qui le caractérisait. Et finalement, j'ai passé 6 mois au Vietnam, donc, ce qui m'a permis de découvrir ce qu'était une ambassade, avec de bons moments de rigolade. Mais ça ne m'a pas dégoûté. Visiblement. Ensuite, donc vous êtes... ça, c'est votre deuxième stage là. Et en s'entendant là, vous êtes allé au Quai. Alors, je suis allée... ça s'est joué à pas beaucoup. Ça s'est joué à une place. Que j'ai... Parce qu'on sort de l'ENA, et puis le premier, à l'époque, on était 100. Le premier à 100 postes possibles. On a choisi l'inspection de finance, on a choisi le Conseil d'État, des trucs super prestigieux. Il y a 15 postes super prestigieux. Et après, il y a des ministères plus ou moins prestigieux. Ça descend, et puis évidemment, le 100e n'a plus qu'un choix. Voilà. Et puis c'est assez stressant parce que les derniers, à chaque épreuve, on a des épreuves un peu en permanence, et puis on ouvre son enveloppe et on voit son classement. Et donc tout d'un coup, on perd 20 places, on perd 20 places. Donc pendant longtemps, pas trop voulu regarder. Mon frère m'engueulait, je ne travaillais pas, je faisais la fête avec les élèves étrangers. Et puis un peu les derniers temps, je me suis mise à regarder, on est tombé un petit peu bas. Je savais, je commençais à être vraiment très tentée par le Quai d'Orsay, malgré, ou peut-être grâce à cet accueil en ambassade. J'étais vraiment renforcée dans l'idée de travailler à l'international, de travailler plutôt sur des questions politiques, parce qu'il y a d'autres ministères qui offrent des postes à l'international. Ce n'est pas du tout des réseaux d'une telle ampleur, et puis c'est des sujets plus restreints. Et puis, il y a je pourrais y revenir, il y a aussi une sociologie au Quai d'Orsay. Enfin, il y a un capital humain qui est assez fascinant, des gens assez originaux. Et donc, je voyais mon classement qui était un petit peu limite, et j'avais pris, peut-être l'atavisme familial, j'avais pris une langue en option, on a une deuxième langue, on avait l'anglais bien sûr obligatoire, et puis les dernières épreuves, donc j'avais pris l'italien. L'avant-dernière épreuve, c'est l'épreuve de questions internationales, où j'ai eu une bonne note, j'ai pu remonter, bon, heureusement, parce que ça serait inquiétant d'être rentré au Quai d'Orsay avec un 2 aux questions internationales. Et puis la toute dernière épreuve, c'était l'italien, l'atavisme familial, j'en avais fait, et ça m'avait beaucoup plu. Et voilà, j'ai eu la note maximale, et j'ai gagné la place qui m'a permis d'avoir le dernier poste au Quai d'Orsay. Je suis rentrée juste. Et quel a été votre premier poste? Alors mon premier poste, j'ai eu énormément de chance. Ça a été un poste, donc on commence comme rédacteur. On rentre catégorie A, catégorie A, B, C dans la fonction publique. Catégorie A, mais le poste de base au Quai d'Orsay, c'est le poste de rédacteur. On n'a pas de responsabilité, on écrit des notes, on écrit sur un pays, enfin une zone géographique ou un domaine thématique qui nous est confié, sur lequel on écrit des notes. Et j'ai eu énormément de chance parce que je me suis retrouvée intégrée dans l'équipe en charge de l'ex-Yougoslavie. Donc
Donc ça, c'était en mars 1997. On était deux, on était un binôme à couvrir la Croatie. Alors la Croatie commençait, donc c'était un peu plus d'un an après, un an et demi après les accords de Dayton, puisque les accords de Dayton c'est fin 95, donc la guerre était finie, il y avait quand même une guerre totalement sanglante, mais un suivi des accords de paix très lourd à mettre en place, donc avec la Croatie qui commençait à aller un peu mieux, mais qui continuait à jouer un jeu un peu trouble en Bosnie-Herzégovine. Le gros sujet c'était la Bosnie-Herzégovine, une entité tripartite avec des institutions très compliquées à gérer. La Yougoslavie, dirigée par Milosevic, un des derniers dictateurs européens, absolument. Et puis le Kosovo qui commençait à nous occuper, sur lequel on commençait à alerter. Et c'est finalement le Kosovo puis Milosevic qui nous ont énormément occupés, avec l'intervention des forces de police de Belgrade, envoyées par Belgrade pour réprimer toute velléité d'émancipation au Kosovo, très fort sursaut international, négociation de Rambouillet en 1999, co-organisée par la France et par le Royaume-Uni sur notre territoire. Hubert Védrine et Robin Cook, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui co-organisaient une conférence internationale. Et donc une situation où pendant toute l'année de mi-98 à mi-99, le Kosovo faisait quasiment tous les jours la une du Monde et le ministre, tous les jours, travaillait sur ce sujet. Alors, les notes que vous rédigiez avec votre binôme, ces notes vous étaient demandées ou elles étaient à votre initiative? Alors c'était un peu les deux. Ce qui est très appréciable au Quai d'Orsay. On dit beaucoup que l'administration française est hiérarchisée, a beaucoup de strates. C'est pas tellement le cas au Quai d'Orsay. C'est en fait une administration qui n'est pas très lourde. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, quand il y a une crise, ça veut dire réunion, ça veut dire grosse masse de travail, réunion chez le ministre à 21h, donc chez le directeur de cabinet avant, etc. Mais il y a certains échelons qui disparaissent. Donc on avait des échelons un petit peu virtuels, en fait, notamment un directeur qui préférait passer ses journées à Roland-Garros plutôt que de passer des commandes, de corriger nos notes. Donc c'était, voilà, on n'avait pas trop le choix, et donc on avait pas mal de capacités d'initiative. Alors évidemment après, il y a une ligne française. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, la ligne française sur les Balkans a évolué. Qu'on sortait des années de guerre où la politique de Mitterrand avait été, de Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque, avait été un peu critiquée comme étant trop favorable à la Yougoslavie, la Serbie notamment. Et on s'est retrouvé là, dans cette période, avec la France très en avant, très à l'initiative pour mener des négociations sur le Kosovo, et les négociations échouant pour lancer des frappes de l'OTAN contre la Yougoslavie, contre le territoire de la Serbie. Avec une espèce une réaction très psychologique et l'idée de dire Milosevic, ça suffit. Donc c'était très intéressant de voir cette politique française qui, vis-à-vis des Balkans, qui évoluait. On a eu aussi un nouvel acteur qui était le Monténégro, avec un président démocratiquement élu que l'on a favorisé, un mouvement très fort aussi de nos collectivités locales qui sont venues aider des collectivités locales d'opposition en Serbie. Donc vraiment une période où les cartes étaient complètement rebattues. Et après, chacun à son petit niveau essaye de sentir ce qui se passe, de pousser dans un sens, de pousser dans l'autre, avec des souvenirs de réunions absolument passionnantes dirigées par Hubert Védrine, qui était un grand ministre des Affaires étrangères, quelqu'un d'extrêmement brillant. C'était les premières années où on apprenait beaucoup. Justement, pendant ces années, vous m'avez, si je me souviens, vous m'avez dit qu'il y avait une énorme différence entre le nombre de personnes
Donc le binôme que vous étiez, et puis par exemple chez les anglo-saxons, il n'y a pas voilà, donc nous on était deux au Quai d'Orsay à s'occuper de ça, et quand on entrait en contact avec le Foreign Office, alors je ne parle pas des Américains, les Américains étaient 200 sur la Yougoslavie, ça on a l'habitude, mais quand on entrait en contact avec le Foreign Office, ils étaient une bonne vingtaine, et même en Allemagne, ils étaient au moins 10, voilà, avec beaucoup de petites mains pour faire les dossiers. Le ministre aime beaucoup les dossiers, pour passer des heures le soir à la photocopieuse, et puis voilà, c'était encore des photocopieuses ancienne manière, hein, avec le scotch. Et donc on n'était que deux, donc on avait beaucoup de travail, mais du coup, ce qui était très sympa, c'est qu'on participait à tout. On se retrouvait à toutes les réunions, y compris des réunions ministérielles. On a tout eu. Mon binôme était passé sur CNN, alors pas moi, j'étais super jalouse. Voilà, il était passé sur CNN pendant les négociations de Rambouillet. Et alors que du côté britannique, du côté allemand, c'était l'échelon au-dessus, c'était l'échelon sous-directeur ou directeur. Donc ça, c'est aussi ce qui est très... Encore une fois, le Quai d'Orsay est quand même une administration assez légère. Et du coup, on se retrouve tout petit à participer à de grands événements, très grands événements internationaux. Ça a duré combien de temps cette phase? Alors, ce premier poste a duré 4 ans. 4 ans. Alors, pas toujours aussi, les thématiques ont varié. Après, à partir de l'an 2000, on était davantage sur une problématique de sortie de crise, de rapprochement vers l'Union européenne. Et puis à l'époque, alors je venais de me marier, j'aurais pu partir à l'étranger, mais mon mari n'était pas prêt à partir à l'époque, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai souhaité faire un deuxième poste à Paris, et qui a été alors là un poste très technique, enfin, politique aussi, mais avec une approche très technique. Et ça portait sur les négociations d'élargissement de l'Union européenne. C'était la dernière grande vague d'élargissement qui a conduit au traité de Copenhague, négociations avec 12 pays d'Europe centrale, orientale et baltes. Donc là aussi on était deux, j'aime bien les binômes, je pense, c'est un côté rassurant. J'aime bien travailler en équipe. Et on avait chacun 6 pays. Donc une entrée géographique et puis une entrée thématique, puisque les négociations d'élargissement, encore une fois, c'est très technique. Les pays qui préparaient leur adhésion devaient intégrer, assimiler tout l'acquis communautaire, c'est-à-dire tous les règlements, toutes les directives adoptées depuis la création de Communauté européenne puis Union européenne, 61 pages de texte à peu près, un truc complètement fou, qui était divisé en 23 ou 25 chapitres. Donc avec des chapitres très politiques comme les droits de l'homme, justice, affaires intérieures, la question des frontières, et puis des chapitres ultra techniques comme l'environnement, comme la sécurité des centrales nucléaires, et le Quai d'Orsay jouant là-dedans un peu un rôle de coordination des positions interministérielles. Et vous avez appris par cœur ces 60 pages? Je n'ai pas du tout appris par cœur. On n'est pas, en tant que diplomate, alors, certains choisissent de se spécialiser vraiment sur... Il y a des sujets très techniques, il y a des sujets, questions de l'OTAN, des sujets militaires qui sont très techniques, mais même sur ce sujet comme les négociations d'élargissement, on n'est pas là, il faut évidemment savoir un petit peu de quoi on parle, on n'est pas là pour être des techniciens. On sollicite les autres ministères qui, eux, par exemple, en ce qui concerne l'environnement, on a toujours un ministère en charge de l'écologie, de l'environnement, sur les centrales nucléaires, on a un ministère de l'industrie, qui donne les fondements techniques. On est là, déjà on est là pour participer à des groupes de négociation, parce que notre valeur ajoutée, justement, c'est de savoir présenter ses positions et les défendre dans une enceinte internationale. C'est pas tout d'avoir une position, après encore faut-il la défendre et puis avoir gain de cause et puis céder un petit peu, mais pas trop, lorsqu'on en a 15 autres en face qui sont pas d'accord, qui ne sont pas sur les mêmes positions. Et il y avait des positions très tranchées sur l'élargissement. Donc la négociation, et puis parfois des aspects politiques. Il y avait aussi certains pays
qui avait des relations particulières avec la France, que l'on ne souhaitait pas laisser de côté. Un pays comme la Roumanie qui a des attaches très fortes avec la France. Il y avait nous, on avait une position française très allante en disant la Roumanie et la Bulgarie rentreront ensemble. Ce n'était pas la position de l'Allemagne, par exemple, ce n'était pas la position d'autres pays. Donc on a aussi des positions politiques à faire valoir, parce que c'est pas, même si il y a tout un travail technique très important, ce qui était fondamental, pas toujours au premier plan malheureusement, mais ce qui était fondamental pour nous, c'était de rappeler que derrière il y avait un projet politique. Il y avait un enjeu fondamental pour ces pays, pour les populations, de rejoindre l'Union européenne. Voilà, le rideau de fer était tombé depuis 15 ans. C'était une aspiration à la démocratie, à la liberté, à rejoindre nos valeurs. Et c'est vrai que parfois il y avait un décalage entre nous Européens dans nos calculs d'apothicaire, mais alors la politique agricole commune, ça va coûter ci, ça va coûter ça, et protégeons nos frontières, etc. Et derrière des peuples qui aspiraient à la liberté, qui aspiraient à rejoindre les démocraties européennes, et qu'il ne fallait pas décevoir. Et c'est un peu ça qui est difficile quand on s'occupe de sujets très techniques, c'est que parfois on perd ça de vue. Et ça, les visites dans les pays dont je m'occupais, j'avais pu visiter les 6 pays dont je m'occupais, alors avec Pierre Moscovici, qui était ministre des Affaires européennes à l'époque. Ça permettait de retrouver, enfin de ne pas perdre le lien avec cette aspiration à la liberté, de comprendre un peu mieux ce qu'on représentait pour ces pays, qui était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est une arme, entre guillemets, enfin une incitation qu'on a beaucoup utilisée pour les Balkans aussi, quand on a commencé à dire à ces pays des Balkans, qui sont pour beaucoup encore en négociation, parce qu'ils partent de loin, on a commencé à leur dire, mais arrêtez de faire la guerre, respectez les droits de l'homme, mettez en place des institutions politiques démocratiques, et à la clé, vous aurez l'intégration dans l'Union européenne. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'était de se rendre compte de ce levier qui était l'intégration européenne, et qui justifiait de faire des réformes absolument fondamentales, parfois de demander des sacrifices énormes aux populations, des populations qui sortaient de 50 ans de communisme, qui ont imposé des réformes très dures. Mais c'est vrai qu'on pouvait mesurer à quel point l'Union européenne, enfin l'Europe, représentait un espoir. C'est un sujet qui vous passionne. Oui, comme beaucoup. Oui. Donc la punition pour le travail que vous avez fait, ça a été quoi? Sérieusement, vous avez un autre poste. Est-ce que c'était en considération du travail que vous aviez fait un petit peu, oui, un petit peu, parce qu'en fait, assez vite, et toujours parce que c'est un petit ministère, ça fonctionne beaucoup en réseau. Et c'est vrai qu'assez vite, on se fait connaître. Alors, surtout quand on est à Paris, quand on est à l'étranger, on est un petit peu plus loin. Mais quand on est à Paris, je pense que c'est la même chose dans les entreprises, je pense que c'est la même chose dans les autres ministères. On est dans le couloir, on se connaît un peu de réputation, et puis... vous avez forgé une réputation. Voilà, donc le premier contact avec le sous-directeur qui avait souhaité me recruter, qui est devenu un ami après. Il est ambassadeur au Maroc aujourd'hui, il a fait une belle carrière, il a été ambassadeur à Prague très jeune, puis au Maroc, avec qui j'ai gardé très bon contact. Mais c'est vrai qu'assez vite on se forge des liens. Et donc le poste suivant? Alors le poste suivant, donc, ça a été un retour en Asie, alors pour 6 ans, puisque j'ai enchaîné 2 postes en Asie. Le poste suivant, ça a été à Hong Kong. Alors bon, toujours cette région qui vraiment me passionnait. Donc j'étais en Chine, j'avais été 6 mois au Vietnam. Dans la foulée, j'avais fait quelques voyages touristiques dans la région, donc en Asie du Sud-Est, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie. Bon, vraiment cette région intéressante. Et puis c'est vrai qu'on baignait, à l'époque c'était les tigres asiatiques, c'était encore la suite de cette émergence de l'Asie. Donc qui est baignée là-dedans aussi, une région très, très dynamique économiquement.
Et puis là aussi, c'est beaucoup des histoires de couloirs au Quai d'Orsay. Je croise un copain de promo de l'ENA, Alexandre Ziegler, qui est aujourd'hui directeur de cabinet de Laurent Fabius, une jolie carrière, et qui était, je lui dis, t'es où? Enfin, on s'était perdu de vue, et il était en poste à Hong Kong. Je lui dis, le Vénard, mais tu fais quoi? Consul général adjoint. Un consul général, parce qu'Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, mais n'était pas pour autant une capitale, consulat général. Et un poste d'adjoint, il me dit, je termine l'année prochaine, postule, c'est génial, c'est passionnant, etc. Donc des étoiles dans les yeux, ça m'a fait rêver, j'ai postulé pour Hong Kong et on m'a envoyé à Hong Kong. Donc pendant 3 ans, alors je suis arrivée, je me souviens bien de mon arrivée, là aussi, pas dans le même ordre que celle au Vietnam. C'était fin juin, entre le 20 et le 30 juin, je ne sais plus la date exacte, 2003. Donc encore pendant l'épidémie de SRAS, de pneumonie atypique. Voilà, la plupart quasiment tous les consulats avaient évacué leur personnel, sauf le consulat de France, parce que le ministère des Affaires étrangères ne voulait pas payer les photos. C'est français qui est fermé. Et donc j'avais accessoirement un bébé de 6 mois qui était né en décembre 2002, donc j'envoyais quelques messages au ministère en disant vous êtes sûr, etc. Oui, tout va bien, on n'a pas évacué. Certes. Donc je suis partie, heureusement, l'épidémie, ça c'est pas grâce au ministère, mais l'épidémie commençait à décliner un petit peu, et donc je crois que les derniers cas à Hong Kong avaient dû apparaître début juin. Et puis, quelques semaines, donc là on était à peu près 3 semaines sans aucun cas. Tout va bien, c'est fini. Effectivement, l'alerte de l'OMS a été levée quelques semaines plus tard, un petit peu stressant. Mais surtout une période absolument passionnante, puisque c'était, on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong l'année dernière, mais c'était également en 2003 une période d'activité pro-démocratique extrêmement intense, puisque Hong Kong est resté traditionnellement, depuis le retour à la Chine, une période, un lieu de liberté, liberté d'expression avec des limites, mais de liberté de la presse. C'est une ville où tous les ans, tous les 6 juin, on célèbre Tiananmen, les manifestations de soutien à Tiananmen, c'est une ville chinoise où ça peut se produire. Et puis à l'époque, surtout, les autorités hongkongaises, qui étaient autonomes, c'est un pays de système, donc ils ont leur propre pouvoir jusqu'au niveau Premier ministre. Et les autorités, pour se faire bien voir de Pékin, avaient voulu anticiper, aller plus vite que ce qui était prévu, que ce qui était demandé par Pékin, en faisant adopter une loi, c'est d'actualité pour nous, qui restreignait la liberté de la presse, et qui aurait forcé les journalistes à révéler leurs sources, les avocats également, ça restreignait la liberté d'exercice des avocats, qui avaient beaucoup d'avocats qui défendent les activistes des droits de l'homme. Tout de suite, ça avait tilté, et cette petite affaire a mis 1 million de personnes dans la rue. À Hong Kong, c'est 6-7 millions d'habitants. Donc, pour ceux qui connaissent, en plus, c'est un territoire tout petit, il y a une grande avenue. Et il y avait 1 million de personnes qui manifestaient. On n'est pas arrivé au niveau de tension qu'on a connu à l'automne 2014 à Hong Kong. C'était des manifestations extrêmement dignes, très pacifiques, extrêmement émouvantes, avec des familles qui descendaient dans la rue pour défendre la liberté d'expression. Ça fait écho à des choses qu'on a connues en France ces tout derniers jours, en poussant la grand-mère dans le fauteuil roulant, avec le bébé dans la poussette. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et effectivement, donc j'ai passé 3 ans, et pendant 3 ans, j'ai beaucoup travaillé sur le rôle de Hong Kong comme peut-être alternative démocratique, laboratoire démocratique chinois. Ça reste un petit peu le cas. Ça reste, alors c'est compliqué, il y a ce qui est imposé par Pékin, il y a ce que les autorités s'imposent à elles-mêmes, et il y a quand même une très forte vitalité démocratique avec des députés historiques d'opposition. Il y a vraiment de grandes figures, et puis ça reste aussi un lieu dont on peut observer ce qui se passe en Chine. Pour revenir au SRAS, c'est la presse hongkongaise qui la première en a parlé de cette épidémie qui avait été complètement étouffée par Pékin, alors que ça a explosé dans le sud de la Chine continentale.
Donc 3 ans à Hong Kong, après ça, vous êtes allé à Tokyo. Absolument. Donc complètement, un peu par hasard, alors là c'était pas par couloir puisque j'étais pas à Paris, mais c'était par téléphone. J'avais commencé on remplit une fiche de vœux quand on est au ministère, l'été d'avant, N-1. On a un superbe dispositif qui s'appelle la transparence, qui n'est pas du tout transparent. Et donc on a le droit de mettre des choix, et c'est là que la difficulté commence, parce que catégorie A, B ou C, et en gros, vous avez la liste des choix, alors pas ambassadeur, les ambassadeurs c'est à part, la transparence ça arrive là quand même, faut pas exagérer, mais vous avez des postes de consuls généraux, vous avez des postes de premier conseiller, que ce soit à Washington, que ce soit dans un pays beaucoup plus, enfin une ambassade beaucoup plus réduite, et on vous dit qu'il faut être catégorie 1, il faut être secrétaire ou conseiller d'ambassade. Déjà vous ne savez pas du tout à quoi vous pouvez prétendre, surtout si vous êtes un peu nouveau. Donc bon, je savais pas trop où aller, j'étais tentée par les États-Unis. Je m'étais dit, bon, après, il peut y avoir des postes intéressants à New York, représentation permanente auprès de l'ONU, ou à l'ambassade à Washington. Je me suis dit, c'est un gros poste, c'est certainement un poste où on apprend le métier. C'est vrai qu'un consulat, c'est un peu cambouis quand même, enfin, on a les... c'est passionnant. Mais c'est des équipes plus petites. Et du coup, il y a énormément de choses qu'on doit faire soi-même, beaucoup de questions consulaires, entre guillemets. Le consulaire, ça veut dire s'occuper de la communauté française. Donc des questions très intéressantes, très variées. Je m'étais dit peut-être qu'un retour aux politiques et dans une grosse ambassade comme Washington ou à l'ONU, ça pourrait être intéressant. Et puis là-dessus, bon, je m'étais fixé un week-end, il fallait envoyer les vœux, je crois, le lundi. Et puis là-dessus, le vendredi, le numéro 2 à Tokyo, qui est maintenant ambassadeur en Malaisie, que j'avais rencontré à un stage, à une formation avant de partir à Hong Kong, parce qu'il partait numéro 2, il partait numéro 2 à Tokyo, moi je partais numéro 2 à Hong Kong, alors pas du tout la même seniorité, mais on avait sympathisé, c'était quelqu'un de très très sympa, et m'appelle catastrophé en me disant écoute, j'ai un problème, le numéro 3 de l'ambassade, conseiller politique, vient de m'annoncer qu'il partait, donc c'était pas prévu, qu'il libérait son poste à l'été 2006. Donc le poste n'avait pas été publié en transparence, donc c'est compliqué. Et il me dit est-ce que ça te tente? Bon, je lui dis écoute, est-ce que tu me laisses le week-end pour réfléchir? Et j'ai réfléchi le week-end, et le lundi, je l'ai rappelé en me disant ok, je pars à Tokyo. Il a arrangé, il a réussi aussi à faire le suivi avec la DRH du ministère, etc. Et donc je me suis retrouvée comme ça, d'un week-end, affectée à Tokyo, à partir de... Donc comme conseiller politique, donc j'avais conseiller numéro 3, c'était le numéro 3 de l'ambassade, même si on se battait avec l'attaché de défense qui était numéro 3, c'est lui qui était numéro 3, il avait un beaucoup plus bel uniforme que moi. Et donc, en fait, j'avais à animer une petite équipe, la section politique, puisque dans les gros services, donc il y a la chancellerie, il y a le consulat qui s'occupe des Français, la section des visas, il y a le service de presse, souvent il y a le service économique, parfois un attaché de sécurité intérieure pour les questions de sécurité. Tokyo, c'est une très grosse ambassade, il y avait à peu près 150 personnes au total, en comptant les services d'autres ministères. Et la section politique, c'était une petite équipe de 4 personnes, plus le service de presse de 7 personnes à côté, et qui était chargé de suivre politique étrangère japonaise, politique intérieure, préparation de toutes les visites bilatérales, donc coordination notamment visite du Premier ministre, visite du président, affaires étrangères, et puis coordination de toute la rédaction de l'ambassade, la rédaction des télégrammes, ce qu'on envoie à Paris, sur l'actualité politique japonaise, aussi bien en matière de politique intérieure que de politique étrangère. Vous avez donc recommencé à rédiger à ce moment-là? J'ai recommencé à rédiger. À Hong Kong, j'avais un peu, pour garder mes neurones, je me forçais à écrire sur la situation politique intérieure. Et puis, il y avait beaucoup de visites ministérielles. En fait, il y avait énormément de visites ministérielles à Hong Kong, puisque tous les ministres, il y avait une vingtaine de ministres, c'était la grande mode de la Chine qui commençait, une vingtaine de ministres allaient en Chine chaque année. Et puis ils finissaient par Hong Kong. Alors l'inconvénient, c'est qu'en général ils passaient les samedis dimanches à Hong Kong, donc j'avais un week-end sur 2, on se partageait avec mon boss, accueillir des ministres, mais il fallait, il n'est pas seulement pour aller acheter un pashmina ou
marché de la soie, mais pour avoir des entretiens, bien sûr, tout ça était très très sérieux et donc il fallait préparer des tas d'entretiens. Mais donc effectivement à Tokyo, ça a été beaucoup plus un poste de rédacteur de nouveau, dans le cadre d'une petite équipe, avec un gros travail particulièrement sur les relations entre le Japon et l'Union européenne et le Japon et les États-Unis. Et puis en termes de visite, une grosse visite qui nous a été occupée, qui a été la visite du Premier ministre François Fillon à l'époque, en 2000. Ensuite, comme punition, on vous a mis à la DRH, c'est ça? Non, d'abord, comme punition, mais elle s'applique à tout le monde et en plus, on n'est pas une. Ça a été de rentrer à Paris, puisqu'on a une règle d'alternance au ministère où la règle standard est qu'on peut faire 2 postes à l'étranger, donc 6 ans, un poste c'est 3 ans ou 4 ans. Donc maximum, ça avait fait 6 ans, mais on peut aller jusqu'à 8 ans maximum. Et ensuite on rentre à la centrale, donc à l'administration centrale. Certains vivent comme une punition, moi je trouve que c'est absolument sain et même totalement indispensable. Je crois qu'on se rend bien compte quand on est expatrié de la vitesse à laquelle on peut perdre le contact avec le pays. Quand on a créé son entreprise dans le pays, peu importe, enfin, c'est bien, c'est une nouvelle vie. Quand on représente le gouvernement, c'est beaucoup plus problématique. Parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop bien ce qu'on représente. On a encore le risque d'être décalé par rapport à son pays, de parler d'une France qui n'existe plus. Donc c'est des réflexes entre guillemets de petits blancs. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment totalement indispensable de revenir régulièrement au ministère. Et puis en plus, l'administration française évolue. Il y a des réformes assez régulièrement, il y a des réformes de structure. Et donc on a besoin de savoir qui fait quoi, enfin même à titre purement utilitariste, savoir qui appeler quand on a un problème sur tel ou tel sujet. Donc je suis revenue pour occuper un premier poste de sous-directrice, donc un poste d'encadrement dans une nouvelle direction générale qui venait de se créer, qui s'appelait la Direction générale de la mondialisation. Ça venait de se créer en fait l'idée, alors elle existe encore, et en fait l'idée de cette réforme qui avait été mise en œuvre par Christian Massé, qui est aujourd'hui secrétaire général du ministère, qui est ambassadeur au Japon, et maintenant secrétaire général. Donc le ministre lui avait confié cette réforme à mener. C'était de mettre dans une même structure, une très grosse structure, plus de 400 personnes, les questions économiques, puisque le Quai d'Orsay suit les questions économiques, et ça a été visionnaire, puisque Laurent Fabius a fait de la diplomatie économique un de ses chevaux de bataille. Questions économiques, questions culturelles et scientifiques, donc toute la diplomatie, ce qu'on appelle, ce que Laurent Fabius appelle maintenant la diplomatie d'influence. Il y a le rayonnement culturel, le rayonnement scientifique, universitaire, et puis les questions d'aide au développement, puisque la France reste un gros pourvoyeur d'aide au développement, alors ça concerne le monde en développement, l'Afrique essentiellement. Donc création d'une nouvelle structure qui s'installait dans de nouveaux locaux. Donc moi je suis arrivée à l'été 2009, les locaux, les collègues s'étaient installés à peu près en février dans les locaux, alors totalement glacés à l'époque, parce que le chauffage ne marchait pas encore, de la rue de la Convention. Donc c'est maintenant, en fait, c'était les anciens locaux de l'imprimerie nationale. Pour ceux qui connaissent, tout au début de la rue de la Convention, près du quai de Javel, au début par rapport à la Seine. Anciens locaux de l'imprimerie nationale, avec une statue de Gutenberg dans le jardin, une architecture à la Eiffel, un élève d'Eiffel, et à l'intérieur, donc des travaux qui ont été faits, qui ont permis de conserver l'architecture intérieure du bâtiment avec des poutrelles en fer, et puis des espaces de bureaux qui ont été intégrés là-dedans. Donc un peu l'impression de participer un petit peu à un nouveau projet, nouveau bureau, nouvelle direction, un directeur général, Christian Massé, ultra dynamique, ultra motivé, qui donnait vraiment de l'énergie à tout le monde, donc quelque chose d'assez passionnant. Et moi je m'occupais donc la mission de la gouvernance démocratique, donc, qui était chargée, c'est un domaine d'aide au développement qui porte sur le soutien à l'état de droit. Donc on a des programmes d'aide au développement et en fait qui ont été très largement transférés à un opérateur qui s'appelle l'AFD, l'Agence française de développement, mais le ministère avait souhaité garder en tant qu'opérateur, donc concepteur de programmes et de projets, un domaine particulier parce qu'il est très régalien.
La gouvernance, c'est les droits de l'homme, c'est la sécurité intérieure, donc la coopération avec les forces de police, la coopération avec la justice, la coopération en matière de fiscalité, de finances publiques, en matière de décentralisation, enfin, des questions qui sont, en tout cas chez nous, qui sont régaliens et sur lesquelles on a une expertise publique, donc à la fois dans l'administration centrale, mais aussi dans les collectivités locales ou dans les universités, une expertise très importante à apporter. Voilà. Donc là, j'y ai passé 2 ans et demi. Et ensuite, vous êtes allé à la DRH, et là, on va parler de votre rôle vis-à-vis de comment vous aidez les jeunes, quand vous faites du tutorat, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui vous a fait passer à la DRH? En fait, j'ai été recrutée. Toujours comme ça. Donc, j'ai été recrutée par la directrice des ressources humaines, qui est quelqu'un qui s'appelait à l'époque Nathalie Loiseau, qui est maintenant directrice de l'École nationale d'administration. Et elle avait plusieurs sous-directions à la DRH du ministère. Une direction qui s'occupe un peu de tout ce qui est programmation des effectifs, en fait, coupé dans les effectifs, parce que c'est jamais à la hausse, c'est toujours à la baisse. Donc comment est-ce qu'on met en œuvre la politique du gouvernement pour faire des économies sur les effectifs. Une politique qui s'occupe des agents titulaires du ministère, ça veut dire qu'ils sont rentrés, enfin qui appartiennent, qui sont fonctionnaires du ministère, donc qui comme moi, qui sont rentrés soit par l'ENA, soit par des concours spécifiques au ministère des Affaires étrangères. Il y a une direction de la formation également, et puis la sous-direction qui se libérait, c'était la sous-direction des personnels contractuels. Et donc là, c'est un peu un fourre-tout, il y a tous les personnels qui ne sont pas titulaires du ministère, et en fait, ça représente la moitié des effectifs. Le ministère des Affaires étrangères, c'est au total environ 14 000 personnes, pas énorme, hein, puisqu'on est représenté dans 180 pays du monde, ça fait à peine une petite multinationale, une toute petite. Donc c'est pas beaucoup. Là-dedans, on a à peu près 6 ou 7 000 fonctionnaires titulaires, donc des gens qui font carrière dans ce ministère. Et puis on a plusieurs autres catégories. On a un gros morceau qui sont les recrutés locaux des ambassades, des gens avec qui vous avez souvent été en contact quand vous êtes venu au consulat. C'est du personnel de soutien, comme des chauffeurs, des personnels de guichet, etc. Des personnels aussi des fonctions très à forte valeur ajoutée également. Parfois des attachés de presse aussi, donc 5 000 recrutés locaux, ça faisait partie de cette sous-direction. Des personnels contractuels, soit venant du privé, soit venant d'autres administrations, on recrute pour assurer des fonctions de direction d'établissements culturels, puisqu'on a tout un réseau d'instituts français et d'alliances françaises qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères, enfin, des statuts différents, mais il y a un certain nombre de personnels, notamment expatriés, qui sont recrutés par le ministère et qui font fonctionner ces structures. Ça recouvre également les volontaires internationaux. Donc ça, c'est un peu l'héritage du service militaire, de la COP à l'ancienne, du service militaire. Et c'est des jeunes qui partent faire un volontariat de 2 ans en ambassade ou en consulat et qui souvent font tourner, pas tourner la boutique, mais qui sont en général à l'excellent. Et c'est vrai que alors c'était de la gestion. J'ai rejoint la DRH parce que ça m'intéressait de voir un peu comment le ministère fonctionnait de l'intérieur. Alors il y a plusieurs possibilités. Bon, il y a évidemment la direction des affaires financières, c'est un petit peu aride et ça manque un peu d'humain. Il y a tout ce qui est immobilier, tout ce qui est sécurité, qui est passionnant. Et puis la direction des ressources humaines qui est tentée quand même depuis un moment parce que ça allie vraiment la gestion et puis quand même de l'humain. Et c'est vrai que c'est un poste qui donne l'occasion d'être en contact avec beaucoup de monde, qui amène à vivre parfois des situations difficiles, des situations humaines très compliquées. Quand on doit évacuer une ambassade, comme l'ambassade en Libye, qui a été évacuée l'été dernier, ou l'ambassade en Syrie il y a 2 ans. On a tout le personnel, donc on évacue, donc ça c'est bien. Enfin, ça sauve la vie des collègues, donc c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du personnel? Qu'est-ce qu'on met en place en termes de suivi psychologique, de réaffectation, d'aide au logement à Paris? Enfin, il y a toute pour des gens qui n'ont rien, qui n'avaient pas prévu de rentrer.
Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. J'ai eu des cas notamment dans des retraités locaux de personnes emprisonnées, torturées parce qu'ils avaient servi la France. Un chef de sécurité en Irak, torturé parce qu'il travaillait à l'ambassade de France. On a essayé d'aider une Iranienne aussi, qui travaillait 18 ans à l'Institut français en Iran, et puis pendant l'affaire Clotilde Reiss, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en 2008 ou 2009, donc cette jeune française, lectrice de français dans une université toute jeune qui se retrouve, c'était à l'époque de manifestations qui ont été sévèrement réprimées, elle se retrouve emprisonnée, ce qui était affreux pour cette toute jeune femme. Mais ce qu'on a moins dit, c'est qu'il y avait aussi une femme qui travaillait à l'Institut français, et autant que Clotilde Reiss a été libérée, a été épargnée, heureusement, autant l'Iranienne de l'Institut français a été sévèrement embauchée. C'est quelqu'un qui est arrivé en France après, dont il faut s'occuper parce qu'on a une responsabilité. Est-ce qu'on peut parler de vos vues sur les femmes? C'est un sujet qui est venu dans notre conversation. Vous m'avez dit aussi que ce que vous aimiez, c'était faire travailler les gens ensemble. Je me souviens d'avoir vu votre visage s'illuminer quand vous en parliez. Alors, sur les femmes, c'était un peu... la période à la DRH m'a donné envie de travailler, pas seulement sur mon secteur, mais en fait, dès lors qu'on travaille sur l'humain, sur la matière humaine, il y a énormément de liens. Donc ça donne envie de faire beaucoup de choses. Ça m'a donné envie de participer à des jurys de concours, des choses que je n'ai pas trop envie de faire jusque-là, parce que ça demande du temps. Les copies à corriger, le soir, on rentre chez soi, on n'a aucune envie de faire ça, et puis jusqu'à minuit, on corrige les jurys de concours, les copies de concours, pour être d'orthographe, etc. Donc ça, je me suis dit, ça fait partie, je suis à la DRH, ça fait partie de mes responsabilités, je lis à l'écrit à l'oral. Et puis, sur les femmes, on avait depuis quelques années au ministère une association de femmes diplomates qui s'appelle Femmes et Diplomatie. Et là aussi, assez vite à la DRH, je me suis intéressée à ces sujets. Parce que ça regroupait pas vraiment des questions des situations que j'avais vécues. Non, je n'ai jamais été pénalisée parce que j'étais une femme. J'ai eu des remarques grasses, sexistes de certains ambassadeurs. Voilà, que j'ai laissé passer. Puis les ambassadeurs en question ont fini par arrêter. Ce qui m'énervait toujours, c'était les collaborateurs qui se sentaient obligés d'en rajouter et de rigoler pendant des heures autour. C'est plus à eux que j'avais envie de mettre des claques. Donc oui, ça une femme continue, je continue régulièrement à entendre des remarques sexistes pénibles. On vit avec. Après, c'est vrai qu'étant à la DRH, les gens se confient plus facilement, recherchent un petit peu assez facilement des conseils. C'est le fait d'être à la DRH, c'est le fait aussi de monter en grade. C'est que les gens se disent, voilà, tu es sous-directrice, comment tu as fait pour en arriver là, est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. Et en parlant avec certaines collègues, et puis il y a aussi très objectivement un fort déficit de femmes sur les fonctions d'encadrement au Quai d'Orsay. Autant sur les fonctions de gestion catégorie C, je crois qu'il y avoir 60% de femmes. Catégorie B, qui sont le personnel d'encadrement intermédiaire, c'est peut-être 40%. Sur les postes d'ambassadeurs, jusqu'à il y a 2 ans, c'était 12% à l'advocacy. C'est bizarre, il y avait des femmes au départ, et puis on les voit faire. Donc on a commencé à... Il y avait cette association qui existait, j'avais un peu suivi ses travaux, je n'étais pas trop intéressée, puis on a commencé un peu à discuter avec une femme qui était à l'époque directrice à la Direction Générale de la Mondialisation, qui est maintenant directrice des affaires stratégiques du ministère, Hélène Duchesne, et qui avait un projet déjà de s'investir, de prendre des responsabilités dans cette association, et qui jusque-là c'était plutôt des femmes très jeunes, en début de carrière, qui s'étaient impliquées dans l'association, et elle s'est dit,
ce serait peut-être pas mal d'avoir quelqu'un d'un peu plus gradé pour parler avec l'administration. Et on s'est mise, donc elle était directrice, on était plusieurs sous-directrices à se dire c'est pas idiot, on aura peut-être un peu plus d'audience. Donc pour faire valoir la parité, j'ai essayé de progresser sur les nominations de femmes à des postes d'encadrement, à des postes d'ambassadeurs. Et puis elle avait surtout un projet que j'ai trouvé génial, qui était un projet de tutorat vis-à-vis de jeunes femmes. Et c'est vrai qu'en parlant, on s'est dit c'est un ministère qui s'appuie beaucoup sur des réseaux un petit peu informels qu'on finit par connaître. Voilà. Et c'est vrai que quand on arrive tout jeune dans ce ministère, et peut-être a fortiori pour les jeunes femmes, parce que très objectivement, l'expatriation, la première expatriation avec un mari, avec des enfants, peut-être que les femmes je pense, ont plus de contraintes ou encore l'intègrent plus. Et c'est vrai qu'aucune de nous, on s'était toutes fait la réflexion qu'à l'époque, on aurait bien aimé avoir des conseils, des trucs idiots. On est enceinte, comment est-ce qu'on l'annonce à son ambassadeur? Ça, c'est un grand moment de solitude. Je pense que tout le monde, voilà, c'est un grand moment de solitude partout, à mon avis. Mais c'est vrai qu'expliquer, en général, l'ambassadeur, c'est toujours un grand moment, voilà, un grand moment de comédia dell'arte. L'ambassade va s'arrêter de fonctionner, le monde va s'arrêter de tourner. Rien que ça, comment est-ce qu'on réagit à une remarque sexiste, est-ce que non, etc. Dans quel pays, quelle est la politique vis-à-vis des conjoints? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus facile pour un conjoint de travailler? Et c'est vrai que personne ne travaillait là-dessus. Seule association à travailler là-dessus, c'était l'association Femmes et Diplomatie. Et du coup, on a eu tout ce petit groupe, on s'est présenté aux élections, à l'Assemblée Générale, on a été élus au bureau et on a travaillé pendant 2 ans. J'étais vice-présidente jusqu'à l'été dernier de cette association. Donc déjà à faire énormément de pression sur l'administration. Alors ça terrorisait mon directeur qui était le DRH et puis le directeur au-dessus qui était le DGA, alors qu'il était complètement paniqué en me demandant quelle casquette j'avais, etc. J'essayais de les rassurer en disant que tout ça allait rester quand même tout à fait dans les limites du raisonnable. Et puis, il ne pouvait pas non plus me raconter n'importe quoi, parce qu'évidemment, en faisant partie de la DRH, j'avais absolument toutes les infos sur les statistiques, sur absolument tout, donc il ne pouvait pas me pipoter. Donc c'était assez rigolo de les voir se liquéfier. On a eu la chance d'avoir, avec Laurent Fabius, un ministre très attentif à la cause des femmes, qui maintenant dans le cadre d'une politique gouvernementale ambitieuse, mais tous les ministères n'appliquent pas forcément avec autant d'allant, mais Laurent Fabius très vite a joué le jeu, et maintenant sur chaque nomination d'ambassadeur demande à avoir plusieurs noms et au moins un homme, une femme, voilà, pour essayer de progresser. Je crois que dans les statistiques, on a dû passer de 12-13% à 18-19%. Après, évidemment, ce qui est important, c'est aussi de quel type de poste on parle. Bon, on a maintenant une ambassadrice à Londres, qui était avant ambassadrice à Pékin, on a une ambassadrice à Rome, alors à Caen Washington, à Caen New York, bien sûr, mais néanmoins ça progresse. On a lancé un travail sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle, alors qui intéresse tout le monde. Ce qui est marrant, c'est quand on commence à en parler, on a plein d'hommes qui nous disent « Ah, c'est génial, c'est super ce que vous faites, merci », mais ça aurait été bien de l'entendre avant. Donc on travaille sur un projet de charte du temps qui va bientôt être adopté, je crois, au printemps par une instance de dialogue social du ministère. Et puis on a mis en place ce réseau de tutorat, donc avec une 20-25 je crois, seniors, femmes seniors, qui ont fait part de leur disponibilité à tutorer une jeune femme. Il y a eu pas mal de demandes. Et c'est des conseils, c'est en dehors, on a souhaité que ça reste en dehors, déconnecté du processus d'affectation, parce qu'après ça devient un petit peu compliqué et puis ça risque d'être pour le coup plus très équitable. Mais c'est une fonction consistant à donner des conseils et puis à donner confiance, surtout aux jeunes femmes, parce qu'en fait c'est ça dont on se rendait compte. Et il y avait eu un travail, un rapport fait par une ancienne ambassadrice sur la parité au ministère. C'est surtout un problème, il y a un problème de l'administration, d'inertie de l'administration, mais aussi un problème d'autocensure des femmes, de manque de confiance. Il y avait une étude assez marrante qui avait été faite sur les promotions dans l'administration.
l'administration grimpe, on gagne des échelons, etc. Et ça passe devant des commissions administratives paritaires avec l'administration d'un côté et les syndicats de l'autre. Et puis, alors, théoriquement, hein, l'administration, enfin, on est éligible ou pas à une commission à partir de quel grade. Voilà. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de dossiers. Et ce qui se passe, c'est que souvent, sur le dessus de la pile, il y a des gens qui sont recommandés par l'ambassadeur. Et puis, ce qui était assez incroyable, c'est que 95% des recommandations concernaient des hommes. C'était donc de fait, alors 95% des promos n'étaient pas nécessairement des hommes, mais 80% des fiches de recommandation. Pourquoi? Parce qu'en général, c'était des hommes qui allaient voir l'ambassadeur en disant: Monsieur l'ambassadeur, voilà, je suis éligible, je peux passer conseiller en classe, je peux passer machin, est-ce que vous pouvez faire une fiche de proposition? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une inégalité considérable parce que les hommes le faisaient, les femmes le faisaient. Donc là, alors évidemment, il y a aussi le rôle de l'administration d'être équitable, de ne pas d'aller piocher dans les gens qui ne sont pas proposés. Donc ça, c'était un rôle qu'on jouait, on mettait la pression et on avait un petit peu noyauté entre guillemets les commissions administratives paritaires pour justement, là aussi, double traumatisme de ma hiérarchie. Quand il voyait arriver la présidente de Femmes et Diplomatie, qui était en plus une femme à poigne, ils étaient complètement tétanisés devant elle. Et donc, ils poussaient chaque dossier de femmes qui évidemment les méritait, il ne s'agit pas de mais aussi pression, une espèce de rôle d'éducation des jeunes femmes pour leur dire il faut oser, il faut vous mettre en avant, il faut postuler à des postes qui vous semblent prestigieux, qui vous semblent magnifiques. Vous avez des compétences. Le collègue à côté qui a moins de compétences que vous postule sur beaucoup plus. N'ayez pas peur de demander le poste. Donc, alors c'est un réseau qui maintenant qui s'amplifie, j'ai quitté évidemment mes fonctions de vice-présidente parce que quand on est à l'étranger c'est un peu compliqué. J'ai toujours ma jeune tutorée avec qui je suis en contact, qui va bientôt partir à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de plaisir à mettre en place et qui existe très peu dans les autres administrations. Donc on était assez contents de le faire. Et comme punition, San Francisco, c'est dur, très dur. Pourquoi est-ce que vous avez été nommé à San Francisco? Vous avez faudrait demander à Laurent Fabius. Non, mais vous avez demandé, puisque vous parlez, vous dites que les femmes doivent demander. Donc vous avez demandé ce poste? Alors oui, je l'avais demandé, mais en fait, alors ça je ne l'ai pas dit, confidence, j'avais pas mis en premier, j'avais mis en premier Hong Kong. Je rêvais, le poste de consul général à Hong Kong se libérait, et j'avais toujours ma vieille fascination pour l'Asie. Et puis j'avais joué un truc, une super tactique. Je me suis dit, bon, il y a San Francisco qui se libère, San Francisco, je ne l'aurai jamais. Voilà, un bon réflexe de femme, il n'y a aucune femme consul aux États-Unis, donc je ne l'aurai pas. Donc je vais mettre Hong Kong en 1, je vais mettre San Francisco en 2. Ils vont être super embêtés, ils vont être obligés de me donner Hong Kong. Comme ça, ils vont se dire, elle ne nous embêtera pas, on lui donne Hong Kong, pour elle, ça va. Bon. La super tactique qui a marché, donc ça, c'était les vœux, c'était jusqu'au 15 août. Et tout ça a explosé en vol le 3 septembre, puisque le sympathique collègue qui est en poste à Hong Kong a osé se rouler par terre, mais quasiment. Donc, devant Laurent Fabius, il y avait la conférence des ambassadeurs, il n'avait rien à y faire spécialement, puisque l'ambassadeur était consul, mais Fabius était venu peu de temps avant, en visite dans la région, on l'avait rencontré, et donc il se plante, il se plante à la porte, à la sortie, il savait que le ministre allait sortir. Il dit, monsieur le ministre, vous vous souvenez de moi, oui, formidable, machin, etc. Monsieur le ministre, vous savez ce que la DRH veut faire, c'est affreux, ils veulent me faire quitter Hong Kong, etc. Non, mais etc. Et donc, dans les 10 minutes, voilà, l'affaire a été réglée, je suis resté une 5e année à Hong Kong. Sachant que moi, je vous ai dit, c'est 3 ans ou 4 ans maximum. Donc, il a osé, il s'est bien débrouillé. On avait été juste 25 à postuler sur Hong Kong. Pareil sur Shanghai, puisque le collègue à Shanghai était de l'autre côté, à l'autre porte, et a fait la même chose. Et ce qui était extraordinaire en plus, c'était que l'argument qu'ils ont mis en avant, c'était que c'était le 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, donc il devait rester. Voilà. Alors bon, Hong Kong, on ne voit pas bien le lien avec le truc. Ce qui est extraordinaire, c'est que eux deux ont obtenu leur prolongation, mais l'ambassadrice, elle a été mutée. Voilà. Donc c'est assez, voilà, ça c'est un petit bonus. Donc on était beaucoup à se retrouver un peu, le bec dans l'eau, dans un contexte difficile pour le ministère. Je vous ai parlé de suppression de postes. Il
Il y a beaucoup d'ambassades en ce moment qui passent à un format, ce qu'on appelle un format très allégé. On ne ferme pas d'ambassade, puisque le ministre Laurent Fabius a réaffirmé, chaque ministre est réinterrogé là-dessus, est-ce que la France va fermer des ambassades? Non, on ne ferme pas d'ambassade, sauf contexte très particulier, de guerre, etc. En Syrie, on a fermé. Mais on tient énormément à ce qu'on appelle l'universalité du réseau. Le siège de la France au Conseil de sécurité, responsabilité particulière. On a un réseau présent dans plus de 180 pays, le deuxième réseau diplomatique au monde, deuxième et troisième. Donc on ne ferme pas d'ambassade, en revanche, comme il faut faire des économies, on passe à ce qu'on appelle un format très allégé, c'est-à-dire un ambassadeur plus 2 ou 3 personnes. Voilà. Et donc un ambassadeur avec un agent d'exécution et puis deux personnes de recrutement local, donc plus de numéro 2 diplomates. Donc on a beaucoup, on a comme ça, là ces dernières années, une quinzaine de postes de numéro 2 d'ambassade qui disparaissent. Donc pour des gens arrivés un peu entre 15 et 20 ans de carrière comme moi, un petit peu compliqué, enfin un peu une crise de débouchés à l'international. C'est compliqué quand on est au ministère des Affaires étrangères, mais donc une réalité un peu dure. Donc le 3 septembre, voilà, je me suis retrouvée avec une liste de vœux avec San Francisco, qui du coup passait en première position. Je crois qu'il y avait Chicago après, Shanghai qui est également roulé par terre aussi. Et voilà, en gros c'était tout. Et puis finalement, le processus d'affectation se déroulant de manière totalement opaque, hein, même si transparent, mais après, le processus de sélection est totalement opaque au sein de la DRH, mais c'était pas la sous-direction évidemment, parce qu'il y avait un problème. Le directeur ne donnait pas beaucoup d'infos, des consultations avec les directions géographiques, etc. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fini par apprendre que deux noms avaient été là aussi. Le ministre avait demandé pour les consulats également, pour toutes les fonctions de chef de poste, donc ambassadeur consulat, il demande également à avoir la liste et à avoir à chaque fois un homme, une femme. Et donc mon nom est arrivé sur... la liste est arrivée sur passer l'échelon du secrétaire général, qui est le plus haut fonctionnaire du ministère, elle est arrivée sur le bureau du ministre. C'est décidé au mois de janvier. Et c'était évidemment, non, je crois que j'ai pas cru pendant plusieurs semaines. Franchement, réaction de femme, c'est pas possible. Ils se sont plantés, et de toute façon, j'ai pas les capacités. Et puis finalement, ça a été confirmé. Et votre impression maintenant que vous êtes rentré dans le poste, que vous avez fait connaissance de la communauté, qu'est-ce que vous en pensez de ce poste? De ce poste, pas de la communauté brillante, modeste, tout ça, etc. Non, mais le poste, quelle est votre impression du poste? Alors, je suis... c'est un poste absolument fantastique. Gérer la communauté française, gérer les visas, c'est un peu un rôle de préfecture et de mairie, hein, combiné. Mais ça dépend un peu des villes, ça c'est surtout pour les sections consulaires dans les ambassades. Après, un consulat dans une ville de province, et alors a fortiori dans un état fédéral comme les États-Unis, de fait c'est une mini-ambassade. C'est même plus gros que beaucoup d'ambassades, puisqu'il y a 30 personnes au consulat. Donc c'est plus gros que beaucoup, c'est une ambassade moyenne, avec des fonctions très variées, donc ce qui est évidemment le consulaire, soutien économique, l'accueil d'un très grand nombre de délégations. On est dans une région à la mode en plus, ce qui ne gâte rien. C'est toujours plus agréable d'être dans un endroit qui intéresse les Français, qui intéresse la France, que dans un trou qui n'intéresse personne. Voilà. Alors, l'échange, évidemment, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sollicitations, mais c'est évidemment passionnant. Un travail en matière de coopération universitaire, de coopération culturelle, coopération scientifique également, donc un champ d'activité extrêmement varié, quasiment toutes les fonctions d'une petite ambassade. Et puis, si je vais dire un mot de la communauté française, une communauté qui est extrêmement accueillante, dynamique, solidaire aussi. Je trouve qu'il y a un grand sens de solidarité entre
au sein de cette communauté, et puis vis-à-vis de tous ceux qui arrivent. Et ça, moi, ça me marque parce que c'est pas toujours le cas dans les communautés françaises à l'étranger. Je pense que c'est pas mal le cas ici parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui créent, et du coup qui ont peut-être cette envie d'aider les autres, de donner des conseils, etc. J'ai connu des communautés qui étaient beaucoup plus des communautés de cadres expatriés où on faisait absolument rien pour aider le nouvel arrivant, surtout si le nouvel arrivant voulait créer sa boîte ou quoi que ce soit. Donc voilà, celui-là, on lui mettait, si possible, des bâtons dans les roues. Donc moi, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment passionnant ici, c'est la densité et la vitalité de la communauté, que ce soit chez les entrepreneurs, dans les associations. Il y a un tissu d'associations super dynamique, super efficace, dans le réseau culturel, les alliances, il y a vraiment matière à avoir, nous, au consulat on a un rôle qui est modeste, puisque c'est vous qui êtes sur le terrain, on est un peu là pour, un peu comme lien, comme tête de pont, comme relais. Mais je trouve qu'il y a vraiment matière à faire des choses, à travailler, à échanger des idées. Et puis on est aussi dans une région qui est très francophile, qui est très francophile, donc avec des partenaires américains, des partenaires californiens, qui ont envie aussi de coopérer avec la France. Ça, on a bien de la chance. Moi, je me souviens de l'époque des French fries, Ici, c'était pas un problème à Houston, Texas, c'était pas la même chose. Pauline, je vais vous remercier de vous être prêté aux questions, et puis je vais surtout vous jeter au lion. Et donc, qui va poser la première question? Oui, madame. Pourquoi est-ce que la Chine est tellement attrayante pour les Français, étant donné que c'est une culture tellement différente de la nôtre, et que le chinois est une langue très difficile, donc pour moi, il faut souvent savoir une langue pour connaître la langue du pays. Et en plus de ça, il semblerait, je ne suis jamais allée, qu'il y a pas mal de répression dans ce pays-là. Donc pourquoi est-ce que les gens sont attirés? Et il y a la pollution qui est effroyable. Je travaille avec les Chinois, ils me disent tous que c'est quelque chose d'incroyable. Donc pourquoi est-ce que les Français sont attirés par ça? Pour avoir, je n'étais pas complètement au début de l'émergence de la Chine, mais c'est vrai que pour y avoir été la première fois en 1990, puis y avoir vécu de 2003 à 2006, c'est vrai qu'on a un mouvement, un mouvement d'émergence économique. On n'est même plus dans l'émergence maintenant, il s'agit d'une grande puissance, qui a été extrêmement impressionnant par sa rapidité. Donc on est passé je pense en 2 décennies, en 20 ans, au moment où la Chine a commencé à s'ouvrir, ça a été extrêmement vite parce que la population aspirait à ça, parce que c'est des gens extrêmement industrieux, extrêmement travailleurs, avec un sens du commerce complètement incroyable. Et on est passé en 20 ans de la Chine l'usine du monde, et notamment grâce aux capitaux hongkongais, les Hongkongais ont justement, pour se débarrasser de la pollution, ont sorti toutes les usines de leur territoire. Un peu de ciel bleu, un peu d'air frais, ils ont mis toutes les usines autour de Shenzhen, autour de Canton, dans le sud de la Chine. C'était des capitaux hongkongais. Les capitaux hongkongais ont joué un rôle. Donc il y a eu comme ça la Chine usine du monde, avec les usines, et puis les entreprises françaises ont connu ça aussi, délocaliser une partie ou tout de la production dans cette usine du monde où on avait des travailleurs très bons à moindre coût. Et ce qui est très impressionnant vis-à-vis de la Chine, c'est la rapidité, non seulement du rattrapage, mais la capacité à faire un saut, à faire des sauts technologiques extrêmement rapidement. On n'est plus du tout aujourd'hui, il y a un peu encore une partie, évidemment, il y a encore des usines, mais on a maintenant un positionnement chinois sur des produits de très haute valeur ajoutée. Alors, il s'agit
technologies spatiales. Bon, ça, ils ont toujours un petit peu, ils ont toujours été un petit peu dedans pour asseoir leur rôle de grande puissance. Mais il y a quand même peu de pays qui maîtrisent la technologie spatiale, donc c'est quand même un signe. Mais des technologies de très forte valeur ajoutée dans l'électronique. Voilà. Des entreprises comme Huawei, c'est énorme. Vous parliez de celui qu'en 95, je crois, vous parliez avec les prototypes d'anciens modèles, etc. Moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure l'émergence d'Internet et toutes les technologies qu'on a justement dans la vallée et ailleurs, quel impact ça a pour vous sur la fonction justement diplomatique de manière générale et au niveau des ambassades et dans quelle mesure, moi j'ai l'impression que par rapport à il y a, disclaimer, j'ai mon grand-père qui était diplomate, ambassadeur il y a très longtemps, et j'ai l'impression que le métier a complètement changé et qu'à l'époque, les représentants de la France dans un pays, ils étaient loin de la France, ils étaient loin réellement en termes de déplacement, en termes de temps, etc. Et j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup de choses qui se traitent directement de chef d'État à chef d'État ou de ministre à ministre. C'est moins sur la fonction consulaire, mais sur la fonction ambassade. Est-ce que tu as l'impression que les nouvelles technologies changent le rôle des ambassades, des ambassadeurs, des gens qui travaillent là-bas Alors oui, ça change beaucoup, comme ça a changé, je pense, le travail de chacun d'entre nous et la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Je pense, je mettrai de côté, je ferai deux sujets différents. Je mettrai à part la question des relations directes entre chef d'État et gouvernement, parce que ça c'était avant Internet. Ça c'est le téléphone, enfin le téléphone rouge, hein, on a tous connu cet épisode étudié dans l'histoire. Et justement, moi, quand je travaillais sur les questions européennes, sur l'élargissement européen, on était, enfin très peu, oui, on avait les mails en 2002, mais on était encore peu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on était peu sur Internet, mais on voyait déjà beaucoup de choses, enfin beaucoup de relations, notamment entre la France et les États-Unis, puis entre la France et ses grands partenaires européens, beaucoup de choses qui se discutaient directement entre dirigeants, et pas seulement à l'occasion des sommets, par téléphone, etc. Donc ça, je pense que c'est un petit peu antérieur. C'est vrai que c'est un peu frustrant pour un ambassadeur. Je pense que ça concerne surtout les ambassadeurs dans les grandes capitales européennes, où il n'y a pas de problème de la langue. Voilà. C'est vrai que c'est un peu frustrant de se retrouver à gérer des choses un petit peu plus mineures et de découvrir dans la presse que le président français a parlé au patron local. C'est un peu énervant. Mais voilà, on est fonctionnaire. Ministre et président. Après effectivement, Internet et notamment l'apparition des réseaux sociaux, ça a énormément changé le travail en mettant une pression très forte en termes de temps, puisqu'il faut être très, ce que ne supporte pas le ministre, ce que ne supporte pas la centrale, c'est de voir le télégramme de l'ambassade arriver avec 2 jours de retard, 3 jours de retard, etc. Malheureusement, ça arrive tout le temps, parce que l'information circule tellement vite qu'on n'a pas le temps de revenir au bureau, de faire son télégramme, etc. Donc la question c'est comment est-ce qu'on s'insère là-dedans? Est-ce qu'on essaye de prendre les réseaux sociaux de vitesse au risque de raconter n'importe quoi? Parce que parfois, si on veut aller trop vite, on ne va pas analyser l'info, on va diffuser, mais on va prendre le risque de diffuser une info qui n'est pas la bonne. Donc c'est pas trop l'idée. Certains ambassadeurs se sont plantés là-dessus. Et ça, je pense qu'on aborde plus sur, pas dans les communications officielles avec Paris, mais plus en étant présent sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, maintenant, il y a une obligation. Il y a encore des ambassadeurs un peu ancienne manière qui ont du mal, mais en général, ils ont un service, quelqu'un qui se charge de la presse, qui s'en occupe. Mais tout le monde, il est demandé à toutes les ambassades, tous les consulats d'être présents sur les réseaux sociaux, d'avoir une page Facebook, d'avoir un compte Twitter, de mettre à jour le site internet. Il y a encore pas mal de posts où le site internet n'est pas à jour. Donc effectivement, là, il y a une forte pression. Après, en ce qui concerne la transmission de l'information à Paris, je crois que là aussi, là en revanche, on essaye de ne pas céder justement à l'instantanéité, à cette pression du temps.
Et je pense que ça met davantage l'accent, enfin ça nous pousse à mettre davantage l'accent sur l'analyse de l'information. C'est un peu la différence qu'on peut voir dans les médias entre le tweet et puis l'hebdo ou le mensuel qui va faire une analyse plus fouillée. Nous, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas non plus attendre à moi pour faire notre analyse, parce que là, on est ridicule. Mais essayer de faire un petit tour. On a un accès aussi que les réseaux, peut-être les journalistes ont, mais pas forcément le citoyen de base qui fait son tweet. On a quand même un accès à des personnalités officielles. Donc on peut aussi apporter ça. On peut aussi dire, ça vaut surtout dans une capitale, mais on peut aussi dire, voilà, il y a des rumeurs, etc. Mais moi, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères ou tel directeur, etc., qui m'a dit que. Donc ça nous permet aussi d'atténuer certaines choses. Voilà, et puis il y a d'autres collègues, c'est très important de discuter aussi avec le corps diplomatique ou le corps consulaire. Donc, les collègues d'autres pays sur place pour échanger, notamment dans un pays. Et puis il y a des pays qui sont très ouverts avec des réseaux sociaux, il y a des pays qui restent assez fermés, quand même, ou un peu indécryptables. La Chine s'ouvre et puis se referme du jour au lendemain. Il y a des pays difficiles à comprendre, où Internet peut être verrouillé, peut être fermé. Donc je crois que l'idée, c'est d'être présent, évidemment, pas refuser cette tendance, donc d'être présent là-dessus pour communiquer, surtout pour communiquer vis-à-vis de nos ressortissants, faire passer des infos. Ne serait-ce que sur les aspects de sécurité. Maintenant, on sait que les jeunes ne fonctionnent plus avec leur adresse email, ils fonctionnent sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc si on veut faire passer un message de sécurité, typiquement il y a un tremblement de terre, on veut mettre une information, on ne va pas se contenter, on ne va pas envoyer un mail, on va mettre à jour le site du consulat, on va tweeter, on va mettre un post Facebook, et puis on va peut-être envoyer des textos aussi. Mais dans nos communications avec Paris, avec les autres ministères, vraiment se recentrer sur l'analyse, puisque c'est ça notre valeur ajoutée. Je pense qu'on a dû vous poser la question de nombreuses fois, mais est-ce que vous avez vu le film Quai d'Orsay et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas vu le film, mais j'ai lu la BD que j'ai adoré parce qu'on reconnaît beaucoup de gens en fait. C'est extrêmement bien dessiné, notamment le directeur de cabinet de Villepin, qui est Pierre Vimon, qui a été un grand, que j'ai un petit peu côtoyé parce qu'il a été directeur de plusieurs directions, il a été ambassadeur à Bruxelles plusieurs fois. C'est vraiment lui dans sa gentillesse, dans son humanité, dans son calme. Enfin, lui, on reconnaît tout de suite. On reconnaît un certain nombre de collègues, donc c'est très très amusant. Je n'ai pas vu le film. J'avais peur d'être un peu déçue par le film. Toujours un mais ou je enfin, il était bien. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est le succès que ça a eu en dehors du ministère. Parce que c'est vrai que pour nous diplômes, membres du ministère, c'est vraiment quelque chose de très interne. On reconnaît le collègue, etc. Mais se dire que ça peut intéresser d'autres gens, c'est dû à la qualité de la rédaction, à la qualité du dessin. C'est une grande bande dessinée qui a été primée à Angoulême. Voilà, c'est une grande bande dessinée. Mais c'est vrai que moi, je l'ai d'abord apprécié parce que je ne pas. Voilà, parce que c'était mon quotidien et que je reconnaissais les collègues. Le chat du directeur de cabinet, mon premier contact avec le Quai d'Orsay, il existait vraiment. C'était à la sortie de l'ENA, donc on allait visiter les différents ministères. Donc je savais que je m'intéressais au Quai d'Orsay. Mais on était souvent reçus, alors à Bercy, on était reçus par des gens extrêmement stricts, en costume, machin, un peu impressionnant. Et puis on arrive au Quai d'Orsay, alors un Quai d'Orsay, mais dans la petite rue sur le côté. Et il y avait des vieux fauteuils, un peu comme on peut voir dans les ambassades, parfois assez pourris, puis un gros chat qui occupait un fauteuil. Et quand j'ai travaillé après au ministère, il y avait le même chat qui miaulait le soir dans les couloirs et qui finissait souvent chez le directeur de cabinet. Donc ce chat a vraiment existé. Je pense qu'il y en a eu des générations, c'était peut-être pas toujours le même. Est-ce qu'il vous arrive de relire vos notes que vous avez faites il y a 10, 20 ans? Ah non, jamais. Déjà, j'ai une écriture qui est totalement illisible. Je n'arrive pas à me relire moi-même. Et puis, je fonctionne un peu par le vide, donc je ne garde pas beaucoup. Non, donc voilà, je préfère m'inspirer de tout genre un peu plus
C'est plus par rapport au recueil de l'histoire, en voyant si l'analyse faite était juste ou a fait une attaque. Non, j'essaye, en fait, à chaque... c'est vrai que j'ai beaucoup... ce que j'aime beaucoup dans ce ministère, c'est la possibilité de changer de métier tous les 3 ans. Pas seulement de pays, mais de métier. Et c'est vrai qu'en fait, donc à chaque fois, on a l'impression de tourner la page, d'apprendre un nouveau métier, mais on a tout l'acquis qui reste derrière. Et je continue à m'intéresser aux Balkans, à m'intéresser aux questions européennes, à suivre. Enfin, j'ai un peu tout cet héritage à l'Afrique sur les sujets d'aide au développement. Et donc, évidemment à suivre. Quand je vois des choses, enfin, les Balkans, ça restera toujours mes premières amours. Quand je vois des choses sur la guerre en Bosnie, sur Srebrenica, sur des événements absolument abominables de cette période, évidemment, ça m'intéresse. Hein. Voilà. Non, je ne relis pas mes notes, je relis assez régulièrement, peut-être pas chaque année, mais peut-être tous les 2 ans. Je pense à un livre que j'avais lu quand j'étais en ambassade à Hanoï, qui m'a donné envie de rentrer au ministère, qui est un livre de Laurence Durel, qui s'appelle Esprit de corps. Et c'est des scènes, je l'ai en français, je ne sais plus quel est le titre en anglais. Il y a Esprit de corps, un peu de tenue messieurs, et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc Laurence Durel, le fameux Laurence Durel, avait été premier secrétaire à l'ambassade britannique après la guerre, dans les années 50, je crois. Et c'est des petites histoires extrêmement drôles qui décrivent la vie en ambassade, sur des scènes de la vie du corps diplomatique. Donc, le jour où l'ambassadeur a volé une mouche, le jour où le train qui emportait tout le corps diplomatique entrant en collision avec un et des trucs mais vraiment extrêmement drôles. Et ça, je crois que c'est un peu... Enfin, ça a coïncidé avec ma première vie en ambassade, où on avait aussi des scènes extrêmement tragiques et extrêmement drôles. Le teckel de la consule mangé par le labrador de l'ambassadeur, vraiment de manière sacrée. C'est un ministère où il y a une variété et des scènes extrêmement drôles. Voilà, donc ça c'est un peu ma Bible, enfin mon bréviaire que je relis régulièrement et qu'on vit parfois au quotidien. Des trucs extrêmement drôles. Vous parlez chinois? Non, j'avais pris quelques cours quand j'étais à Hong Kong, mais j'ai plus appris le japonais quand j'y étais, avec un petit niveau me permettant tout juste de me débrouiller dans la vie quotidienne, parce qu'assez vite on atteint les limites des japonais en anglais, et surtout quand on sort de Tokyo en fait, on a besoin pour mettre un hôtel, c'était un peu de... et puis surtout la première nécessité en fait c'est un réflexe de survie au Japon, c'est pouvoir rentrer chez soi, puisqu'il n'y a pas de système, et pouvoir expliquer au chauffeur de taxi comment on rentre chez soi. Parce que pour ceux qui y sont allés, il n'y a pas de système d'adresse. Il y a un système d'adresse, mais qui est fait pour dérouter l'étranger, bien sûr. Enfin, on dit que ça a été fait exprès, c'est surtout un fonctionnement. Ça les déroute eux-mêmes, ils sont les premiers à se perdre. Et c'est un système de cercle concentrique. Donc, vous avez la ville, vous avez l'arrondissement, vous avez le quartier, vous avez le bloc. Et puis c'est pas parce que vous avez le bloc que vous allez tout de suite trouver la maison. On peut passer une demi-heure à tourner autour du bloc parce qu'après les numéros sont pas forcément, c'est pas du tout cartésien. Vous sortez du métro, le plan n'est pas orienté nord-sud, le plan est orienté dans le sens de ce que vous allez voir en sortant du métro. Voilà, donc on se perd à Tokyo. Et donc le premier réflexe de survie, enfin même quand on y passe quelques jours, c'est de pouvoir dire à son chauffeur de taxi, tout droit, à droite, à gauche, et voilà. Donc ça c'était mon premier kit de japonais. Puis, voilà, après j'en ai fait un petit peu pour avoir une conversation de base, mais je suis pas capable de travailler en japonais. Et dans l'Europe d'aujourd'hui, il y a beaucoup de va-et-vient dans tous les ministères européens. Au Quai d'Orsay, à n'importe quel moment, il y a 10% d'anglais ou d'allemand. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, il y a régulièrement des stagiaires. Ce qui est intéressant, surtout avec les Allemands, on a des liens très forts avec les Allemands. On a depuis quelques années, je pense, entre 5 et 10 ans, régulièrement un diplomate allemand qui fait partie du cabinet du ministre en charge des questions européennes. Donc quasiment une fonction de cabinet, donc de conseiller du ministre. Ça c'est lié à notre relation extrêmement forte, extrêmement étroite avec l'Allemagne. C'est un pays avec lequel on a une fois par an, je crois, des réunions conjointes de conseil des ministres. Donc, ça c'est très particulier. Après, il y a quelques diplomates, il y a des échanges avec le Foreign Office, avec l'Allemagne, avec quelques pays pour des stages, mais pas très longs. C'est compliqué, on arrive vite à des questions de confidentialité. Voilà. C'est quand même souvent des sujets
des sujets très politiques. Est-ce que les attentats de la semaine dernière ont changé quelque chose à la diplomatie française? Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer, qui va être impacté? Alors à la diplomatie. Si je me permets une question adjacente qui va Ouais. dans le même sens, c'est la une de Charlie Hebdo vient de sortir, celle de mercredi, où on voit tout est pardonné et on voit sans doute le prophète, Mahomet, en fait on ne sait pas très bien parce qu'on ne connaît pas, mais avec l'affichette de Charlie. Est-ce que ça aussi, ça a une influence? Est-ce qu'on attendait cette une pour prendre des positions? J'en sais rien. C'est tellement bouleversant ce qui s'est passé et Charlie Hebdo était tellement rien par rapport à finalement ce que ça s'est devenu dans ces derniers jours. Est-ce que ça pouvait avoir une influence, je veux dire, l'insolence ou éventuellement de cette Donc, on a déjà eu dans le passé des épisodes qui ne sont pas traduits, enfin, en tout cas pour la France, par des conséquences aussi, enfin, par des actes de rétention aussi graves. Mais on a vu toute la période des caricatures de Mahomet, on a vu ce genre d'épisode. Non, ça ne change rien à la diplomatie française, puisque c'est le journal qui a été attaqué, mais je pense que ce qui est attaqué aussi, et ce qui fait il se peut qu'on connaisse d'autres attentats, c'est aussi la position de la France, justement, sur la scène internationale, l'intervention en Irak, l'intervention en Libye il y a 2 ans, l'intervention au Mali. Donc, ça c'est tout un contexte de prise de position très avancée de la France en matière de lutte contre le terrorisme. Donc même Charlie Hebdo mis à part, on est tout à fait conscient que ces positions nous exposent à des actes de rétention, à des actes terroristes. Alors, ça expose beaucoup les ambassades dans ces pays. On a vu il y a 2 ans avec notre ambassade à Tripoli qui a été exposée, qui a été victime d'un attentat. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai que la crainte, jusque-là, c'est vrai qu'on est au ministère des Affaires étrangères, donc moi je baigne le plus là-dedans. La crainte très forte grandissante depuis quelques années, c'est celle d'un attentat contre des emprises françaises, donc ambassade, consulat, mais ça peut être aussi un lycée français, ça peut être ce genre de choses. Donc en rétorsion contre, comme ça se produit contre les États-Unis, malheureusement, en rétorsion contre la diplomatie et contre des prises de position internationales. Après Charlie Hebdo, c'est vrai que c'est une atteinte, c'est un attentat contre la liberté de la presse, contre la liberté d'expression, y compris à l'encontre de la religion. La presse est libre en France, donc de toute façon, il n'y avait pas, personne n'allait dire quoi que ce soit au conseil de rédaction de Charlie Hebdo. Il y a une détermination, et je crois que les manifestations d'hier en France et dans le monde entier l'ont montré, une détermination à préserver cette liberté de ton, cette liberté de la presse. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait vraiment une présence massive, et je suis sûre que dans tous les gens qui manifestaient, il y a des gens qui avaient jamais lu Charlie Hebdo, il y a des gens qui n'étaient pas forcément fans de Charlie Hebdo. Mais je pense que c'est une défense de la vie humaine, mais on n'avait jamais eu autant de monde dans la rue. C'est une défense des valeurs que la France incarne, qui était portée par ces caricaturistes et par ces journalistes. Donc non, ça va absolument rien changer, je dirais au contraire. Je pense que les autorités françaises voient que la population est derrière elles. En revanche, oui, il y a un risque. Notamment dans les pays dits sensibles, il y a un risque pour les ressortissants français et d'abord pour les emprises diplomatiques qui, si quelqu'un veut visiter la France, va d'abord s'attaquer à l'ambassade et puis il y a un risque d'attentat sur le territoire français. Voilà, je regarde le monde, ça fait 1h50 que vous me parlez. Wow.
personnellement, pour une réunion comme celle-là et de réunions professionnelles, je regarde le nombre de personnes qui quittent la réunion pendant le... Mais là, ils n'avaient pas le droit de partir. Il y avait une. Ils n'avaient pas le droit de partir, sinon Donc pas de là, passeport. là, Radier des listes du consulat. un petit souvenir pour vous. Merci beaucoup de vous être prêtés.